La vie sur l'île de la Natividad commence vers 7 heures, lorsque les hommes descendent les rues du village. Ils se réveillent doucement. Ils jettent un œil sur leur feuille de route. Ce sont les quotas d'ormeaux. Les quotas d'ormeaux dans les zones autour de l'île. Les zones en couleur noire, ce sont les endroits où l'on n'a pas le droit de prendre d'ormeaux. Moi, mon travail, c'est de répartir les zones. Tu vois comme la nature est belle. Et il faut la préserver pour les générations futures. L'île est aussi aride que les fonds sous-marins sont luxuriants. Les plongeurs y passent 4 à 5 heures par jour, reliés à leur bateau par le tuyau d'où arrive l'oxygène. À la Natividad, le travail est périlleux. Si sa vie est en danger, il donne un coup sec, vers la barque, comme ça. Les hommes prennent des risques parce qu'ils peuvent gagner beaucoup d'argent. 10 000 $ par mois, somme colossale au regard des 380 $ de revenus moyens. Et pour garantir ce niveau de vie, mieux vaut préserver sur ce quoi ils reposent. Les ormeaux. Il faut qu'on sorte les ormeaux jaunes comme celui-là. Il nous en manque encore 148 pour finir notre marée. Pour les bleus, on a déjà les 50 qu'on nous a demandé de prendre. Les pêcheurs de l'île sont d'une méticulosité remarquable, des maîtres gestionnaires de leurs ressources. L'île de la Natividad n'est pourtant qu'un minuscule caillou pelé de 2 km sur 6, posé au large de la Basse-Californie au Mexique. Sur l'île vivent 400 personnes, environ 80 familles. Une existence âpre, entièrement dépendante de la coopérative des pêcheurs et plongeurs de la Natividad. Lors des 25 dernières années, elle a traversé plusieurs crises. Dans les années 80, le phénomène El Niño réchauffe les eaux et diminue les stocks. Pendant longtemps, les ressources sont surexploitées par sa propre faute et la pêche illégale. Mais la coopérative réussit toujours à surmonter ces épreuves grâce à une organisation assez unique. Et il suffit d'assister à l'Assemblée générale annuelle pour en avoir un premier aperçu. Compañeros, ¿están de acuerdo con el punto número 5? Compañeros, ¿están de acuerdo con el punto número 7? Compañeros, ¿están de acuerdo con el punto número 2? Chaque décision est votée à main levée. L'Assemblée dure au moins 3 jours, mais souvent bien davantage. Martin est le président de la coopérative. Une parenthèse dans sa carrière de pêcheur car les mandats sont limités. Il se souvient de la décision qui a modifié les pratiques de pêche à la fin des années 80. Pendant la crise, on a pris la décision de fermer une zone qui allait de la Piedra Plana à un autre endroit un peu plus à l'ouest, qu'on appelle El Nido. Donc on a pris cette décision pour voir le résultat. Et on a décidé durant une assemblée de la fermer pendant 4 ans. Et ça nous a vraiment aidés. En une saison d'exploitation, ça nous a rapporté assez d'argent pour construire notre usine de conditionnement. Ça nous a permis aussi d'acheter notre usine électrique. C'était vraiment un bénéfice au-delà de nos espérances. On se doutait bien que si l'on gérait de cette façon, les ormeaux allaient se reproduire. Mais on ne pensait pas qu'on en tirerait de tels bénéfices. Cette façon de penser attire aujourd'hui des scientifiques qui se donnent bien du mal pour rejoindre la petite île.
suis parti de Pacific Grove, un peu au sud de San Francisco, pour arriver jusqu'à San Diego en avion. Et de là, on passait la frontière à pied pour reprendre le bus et ensuite l'avion pour arriver sur l'île Cedros et finir en bateau pour rejoindre les pêcheurs de la coopérative de l'île Natividad. Clément Dumont est chercheur au laboratoire océanographique de la prestigieuse université américaine de Stanford. Il s'intéresse à l'utilisation des réserves marines dans la gestion des ressources. Une solution aujourd'hui souvent envisagée par la communauté scientifique pour préserver les stocks. Dès qu'il arrive à la Natividad, il rend visite à Antonio. Antonio est une personne écoutée de la coopérative, il en est le biologiste. C'est aussi l'une des originalités de cette organisation. L'avantage d'avoir un biologiste au sein de la communauté des pêcheurs, c'est qu'il apporte vraiment l'information scientifique et il a vraiment un lien très serré avec les pêcheurs et il arrive à faire comprendre à ces pêcheurs les données scientifiques, qui est souvent un grand problème pour nous. Il y a 3 ans, Antonio a soumis lors d'une assemblée l'idée d'investir dans des réserves marines pour assurer à long terme la population d'ormeaux, de concombres ou d'escargots de mer. Les plus jeunes ont été beaucoup plus sensibles. Et pour les pêcheurs plus âgés, ça a été plus difficile. Je crois que c'est la forme de pensée. Les jeunes sont peut-être plus ouverts, malléables. On peut plus facilement les influencer sur de nouvelles idées, à l'inverse des plus anciens qui restent souvent campés sur leur position. L'idée est passée, et la non-exploitation des réserves marines correspond à un manque à gagner de plus de 300 000 $ par an pour la coopérative. 3% des espaces maritimes mondiaux sont protégés, mais les réserves marines sont souvent implantées lorsque tout a été détruit. Clément mène donc l'étude. Il comptabilise, mesure, évalue. Et il rend des comptes à chaque assemblée où toute personne extérieure à la coopérative doit montrer patte blanche avant d'entrer. On va vous présenter les compagnons qui sont là. La idea es que ustedes, porque vous sean acá todos los días, bueno, hay muchos peces, muchos invertebrados, pero... Clément n'a aujourd'hui que des données partielles. Il faut attendre encore 2 ou 3 ans pour établir de façon précise les effets des réserves marines sur les stocks d'ormeaux ou de concombres de mer dans les zones de pêche. Mais Clément n'a pas besoin d'être très convaincant pour continuer l'étude. C'est vraiment fantastique d'avoir une relation comme celle-ci avec les pêcheurs. Quand on parle de réserves marines et de cette idée de l'incorporer dans leur gestion de la pêche, ils ne vont pas vous poser des questions sur est-ce que ça va marcher ou pas. Ils n'ont aucun doute, ils savent que ça marche, ils l'ont testé par eux-mêmes, ils ont compris que ça marchait. Eux, ce qui les intéresse, c'est savoir si les autres ne vont pas venir pêcher dans leurs aires, mais ils n'ont aucun doute que ça fonctionne. Au début des années 90, ils ont beaucoup souffert de la pêche illégale, des importuns venus de l'extérieur qui se servaient dans les zones gérées par l'île. Et l'implantation des réserves marines a ravivé les craintes. Mais la coopérative, seule, sans aide gouvernementale, a pris les choses en main. On reste ici toute la nuit, et puis après, ça tourne avec les autres compagnons. Un surveille le radar, et l'autre se repose, et on se succède.
C'est en fonction de l'ordre alphabétique des noms. Tu vois, lui c'est Bastida et moi c'est Camacho. Maintenant, il n'y a quasiment plus de pirates ici. Ils n'osent pas venir car ils savent que l'on surveille. Ils savent qu'il y a 2 bateaux qui tournent autour de l'île, qu'il y a 2 radars, que l'on surveille toute la nuit. Et si des pêcheurs illégaux osent quand même s'aventurer par ici, la rencontre s'annonce musclée. Dès qu'un bateau nous oppose de la résistance, un bateau qui nous prend du produit de façon illégale, on l'intercepte. Il faut donc casser l'autre bateau pour qu'il ne s'enfuit pas, pour qu'il ne puisse pas partir. Le problème, c'est que la région ici, tout le Pacifique Nord, est remplie de pêcheurs pirates. Tu vois, à Cedros, il y en a beaucoup. Des fois, les gens tirent avec des armes. On peut se faire tuer. Si, c'est dur. C'est un travail difficile. La surveillance s'achève vers 6 heures du matin, heure à laquelle il s'éveille et se prépare pour une nouvelle journée de travail. Le travail est très rationalisé. L'organisation est stricte. Les pêcheurs qui attendent leur départ en mer n'ont pas le même statut. Il y a les sociaux et il y a les extras, comme Toshi. Les extras se lèvent toujours plus tôt pour essayer d'avoir un travail qui rapporte plus, pour remplacer un socio. El Russo en est un. Et aujourd'hui, il ne laissera pas sa place. On va aller plonger, certainement de l'autre côté de l'île. On va déjà voir si c'est possible. Et si ça ne fait pas l'affaire, on ira ailleurs pour aller chercher les ormeaux jaunes. Le vent se lève beaucoup et ça risque de secouer un peu au fond. El Russo est donc socio. Ils sont 80 et membres de la coopérative. Toshi est extra. Ils sont une trentaine, ne font pas partie de la coopérative, même s'ils sont payés par elle. Ils n'assistent pas aux assemblées. Ils assurent les remplacements ou travaillent sur les produits les moins nobles. Toshi arrive tôt sur les lieux du rassemblement. Il regarde les sociaux partir en mer et attend de connaître la nature de son travail pour la journée. C'est difficile. Et après plusieurs années, tu espères être récompensé. Tu sais que tu fais des sacrifices pour obtenir le gros lot à la fin. Ça fait partie du boulot. Parce que toi, tu essaies de passer à l'autre étape, devenir socio. El Russo se trouve à l'autre bout de l'île. Il doit ramasser 200 ormeaux. 150 jaunes, 50 bleus, pas un de plus, pas un de moins. Toshi, lui, est un peu plus près du village. Il plonge sur les sargasses, ces algues que la coopérative vend à l'industrie pharmaceutique. Le travail est à peu de choses près identique. Il passe plusieurs heures sous l'eau, lesté par 28 kilos de plomb. Mais entre les sociaux et les extras, entre les ormeaux et les sargasses, c'est un monde.
Les sargasses, ça te rapporte 200 ou 300 $ par mois. Les ormeaux, c'est beaucoup plus. Quand je suis sous l'eau, je ne pense à rien. Juste à travailler, à trouver les ormeaux. Et parce qu'il faut que les compagnons soient contents. Combien tu gagnes par exemple aujourd'hui? 250 $ pour le travail d'aujourd'hui et 400 que se partage l'équipage. Après la marée, le plongeur est toujours celui que l'on dépose en premier chez lui. Le plongeur est le pilier de la coopérative, celui qui est le mieux rémunéré. El Russo est le plus réputé d'entre eux, efficace et dur au mal. Il a ses habitudes que ni sa fille ni sa femme ne viennent jamais perturber. C'est le premier café du retour. Il te faut au moins 1 heure. 1 heure et demie pour que ton corps se réchauffe. Le plus long, ce sont les pieds. Et il te faut 1 heure et demie pour que l'ensemble de ton corps retrouve une température normale. Comme beaucoup d'autres, El Russo vit sur l'île avec femme et enfants. S'y installer a des avantages indéniables comme la gratuité de l'eau ou de l'électricité offerte par la coopérative. Les épouses y trouvent une vie paisible, simplement perturbée par les attentes quotidiennes du retour des maris. C'est difficile, mais je m'y suis habituée. Comme les filles qui vivent ici, qui se sont habituées à voir les hommes aller travailler et revenir. Mais ça me rend nerveuse. Souvent, je regarde l'heure. S'il est en retard, j'ai peur qu'il ne revienne pas. Je préfère penser que c'est parce qu'il ne trouve pas le produit. Mais oui, ça me rend nerveuse. Ce sont des inquiétudes légitimes. Les plongées ne sont pas sans risque. Et sans faire cas des accidents, les séjours dans la chambre de décompression sont assez fréquents. Elles ne sont pas sans danger, mais il est difficile de faire autrement. À cause des conditions climatiques, vu la force qu'il y a sous l'eau, même si c'est dangereux pour notre vie, nous ne respectons pas les paliers de façon régulière. D'abord, ça commence par une petite douleur, puis la douleur devient de plus en plus intense, à la limite du supportable. Malheureusement, on est obligé de passer par la chambre de décompression. Dans les zones de capture des ormeaux, il y a beaucoup de courant en général. Pour aller chercher l'ormeau, tu vas à contre-courant. Ça demande beaucoup de force. Et c'est pour ça qu'on ne respecte pas toutes les règles de décompression. La vie sur l'île est d'une grande rigueur. On s'active 6 jours sur 7. Il n'y a pas de bar et seule la partie dominicale de baseball permet de s'extraire un peu du travail. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, regardent les équipes où les différences entre sociaux et extras s'atténuent. Au début des années 80, ils étaient 125 sociaux. Mais en raison de la surexploitation, les stocks diminuent et influent grandement sur les revenus. Ils décident alors de ne nommer personne pendant 15 ans. Être sociaux est devenu bien difficile, les places sont rares. C'est comme une compétition tous les jours. Tu essaies d'être meilleur que l'autre pour qu'on te retienne et intégrer la société. Il faut avoir de la discipline, travailler beaucoup et être responsable, c'est tout. Les socios ne sont plus que 80. Et Toshi doit attendre un départ à la retraite pour espérer un jour devenir membre à part entière de cette coopérative qu'il est aussi compliqué d'intégrer que déchirant de quitter. Servando, 23 saisons comme plongeur socio, arrête. Il a 48 ans et son corps ne peut plus suivre.
La coopérative lui a demandé de prendre sa retraite. Il a accepté. Fue muy sentimental. Bueno, discúlpenme, pero sí, a pesar de esto, quiero despedirme. Lo mejor que pude y puse la cooperativa. Sí, exactamente. Pero me voy con el orgullo de haber pertenecido a una corporación tan bonita y tan buena. Que he pasado varios grupos y pues esta es la mejor. En escuelas y esta es la mejor de mi vida. Quasiment au même moment, Toshi patiente sur le seuil de sa maison. Il est le premier sur la liste pour remplacer Servando et on ne sait pas qui de son frère ou de lui-même est le plus stressé. Rien ne filtre de l'Assemblée générale. Jamais. Le destin change sur un vote. Quand on est extra, il faut apprendre à vivre avec cet espoir. Ce sont des sentiments contradictoires, parce que tu sais qu'il y a la possibilité d'incorporer la coopérative. Tu sais que lorsque l'Assemblée va s'achever, il y aura une décision et peut-être que tu vas être admis. Mais tu apprends à te contrôler parce que tu sais aussi que tu ne le seras probablement pas. Personne ne sait rien dans l'île. Mais tu espères. Tu sais que probablement tu ne seras pas pris, qu'il faudra attendre une année supplémentaire, mais ça te change la vie d'une manière très forte. Mais sa vie ne changera pas encore aujourd'hui. Les sociaux ont décidé d'attendre encore un peu avant de remplacer Servando, et à la fin de l'Assemblée, ils fêtent le compagnon qui n'a jamais failli. Je suis à la fois triste et heureux de m'en sortir sans pépin, hormis mon opération. Je suis heureux de finir debout et sans avoir porté préjudice à ma coopérative. Servando ne restera pas sur l'île. Les retraités n'y vivent pas. Ils vivent sur le continent, à Ensenada, 700 000 habitants au nord de la Basse-Californie, que l'on rejoint après 15 heures de voyage par la route. Ensenada est la base arrière de la coopérative. C'est de là que Martín administre la vie de l'île. Oui, on peut dire que c'est le cœur. Ou du moins une partie du cœur parce que le cœur est dans l'île. C'est là-bas que l'on génère le nécessaire pour avoir tout ce qu'on a, les camionnettes avec lesquelles on circule. C'est vraiment une partie importante. Il y a les bureaux, c'est ici qu'on commercialise, qu'on concentre tout ce qu'il y a de valeur pour la coopérative. C'est très important. La coopérative prend soin de ses retraités. Elle construit des maisons dans lesquelles les moins fortunés sont logés. Les plongeux, eux, partent avec 300 000 $ après 20 ans de carrière. Ils ouvrent alors des commerces dans la ville. Plusieurs fois par mois, les anciens se réunissent dans des hôtels luxueux du bord du Pacifique. Quand on fait partie de la coopérative, on en fait partie à vie. On est immensément fier de son organisation et de son évolution. À notre époque, il n'y avait pas toute cette discipline dans la façon de pêcher. Et aujourd'hui, c'est différent. Et si l'on regarde 10 ou 15 ans en arrière, les administrateurs sont devenus très stricts dans l'application des règles. Ils font en sorte qu'on ait un produit complètement durable, que l'on respecte les zones définies pour les générations futures. C'est ça la différence. Sur l'île, cette rigueur s'observe tous les jours.
Le matin, lorsque le répartiteur assigne les zones de capture et les quantités exactes d'ormeaux à pêcher. L'après-midi, lorsqu'il évalue toutes les prises. Tout est pesé, comptabilisé. Il recense à l'unité près tout ce qui a été sorti de l'eau. Avant chaque saison, la coopérative évalue ses stocks et elle le fait de manière remarquablement précise grâce à un découpage de son espace de pêche unique. Sur ce graphique, on voit la représentation de l'île de la Natividad en bleu. Et autour, tous les sites où l'on évalue et on capture les espèces, comme les ormeaux, les langoustes, les escargots ou les concombres de mer. De cette manière, on sait exactement ce que l'on a dans les blocs et ce qu'on doit prendre dans chaque bloc. C'est un bénéfice car on ne travaille pas sur une quantité globale, mais par zone. Et quand on va pêcher, on note toutes les captures. On sait ce qu'on a dans chaque endroit et on sait ce qu'on doit prendre dans chaque endroit. Cette façon de faire rejoint les nouvelles conceptions de la communauté scientifique, qui depuis quelques années modifie son point de vue sur la gestion des stocks. D'une manière générale, elle pensait que la mer était un grand bassin uniforme qui permettait d'évaluer les ressources sur de grandes superficies, centaines ou milliers de kilomètres carrés. Face aux échecs d'une telle approche, une partie des experts s'intéresse aux échelles plus petites. Et l'île de la Natividad est ainsi devenue un modèle exemplaire pour convaincre les sceptiques. C'est assez fantastique de travailler ici parce qu'en général, quand les scientifiques arrivent dans un endroit ou étudient une région avec des pêcheurs, on arrive parce qu'ils ont énormément de problèmes dus à la surpêche, ils ont énormément de problèmes à gérer leur stock, leur aire de pêche. Et ici, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire qu'on arrive, nous scientifiques, et on prend vraiment expérience de cette communauté de pêcheurs qui est finalement très autonome, qui arrive à garder un écosystème marin autour de leur île en très bonne santé. Et finalement, on apprend beaucoup d'eux. Le plus surprenant, c'est que tous les moyens mis en place pour préserver leurs ressources ne découlent en rien d'une démarche écologique. Pour eux, les réserves marines, la surveillance, la répartition très hiérarchisée du travail ou l'exploitation très fine des stocks, c'est juste du bon sens. Une façon de ne pas scier la branche sur laquelle on est assis. Une façon aussi d'assurer la pérennité d'une coopérative qui a compris que la meilleure solution pour sauvegarder sa richesse est aussi de sauvegarder son environnement.